Oui, tout à fait. Euh, les analyses que nous avons menées, en fait, le livre a vu le jour parce que on s'est retrouvés, Ezra et moi, on a discuté pas mal lorsque j'ai écrit mon livre sur l'eau. Il m'a pas mal aidé pour plusieurs chapitres parce qu'il avait les connaissances que moi je n'avais Ezra, pas du tout peut-être dans ce tu peux domaine. enlever ton tableau, s'il te plaît. Ah oui, Voilà, excusez-moi. excuse-moi. Non, mais très bien, Non, pas de non, pas de problème. problème. Et donc, on est parti du même constat qu'on parlait beaucoup des problèmes, mais on parlait jamais des solutions. Or, les solutions, on les voit se développer tous les jours en Israël, on les voit se développer dans d'autres pays, et les exemples d'Ezra sont excellents, et il y en a pas mal d'autres. Et à partir de là, on a essayé d'analyser en détail toutes les approches qui sont faites sur ce problème de la crise climatique, parce qu'elle est là aussi, qui vient renforcer la crise écologique dont beaucoup d'organisations vertes dans le monde dénonçaient le fait que c'est le comportement humain qui aurait été à la source de tout cela et qui faisait qu'on n'arrivait pas à résoudre les problèmes. Donc on a trouvé au total, on a caractérisé tout ce que l'on a analysé sous la forme de 8 approches de la crise, du défi écologique et climatique. Aujourd'hui, j'aurais même envie d'y rajouter et sanitaire, parce qu'on a pu constater que certains des mêmes processus étaient en cause et également dans cette crise du Covid-19. Quelles sont ces approches? La première qui vient à l'esprit, c'est l'approche supranationale classique qui correspond à celle du GIEC et des COP qui sont organisées depuis des dizaines d'années maintenant, mais qui n'ont qu'une seule mission, qui est d'alerter le public sur le fait que la crise s'aggrave. Peu de solutions sont présentées, sauf celle de réduction d'activité, réduction de la production de CO2 dans l'atmosphère, réduction de tout ce qui peut engendrer des émissions de carbone vers cette atmosphère, vers la mer. Mais finalement, très peu de solutions sont proposées autres que la réduction d'activité et le changement énergétique. Alors ce changement énergétique qui est proposé, cette transition énergétique, est favorable également pour tout ce qui est réduction de la pollution de l'air, bien entendu. Les deux sont combinés. Mais les COP n'ont aucun pouvoir coercitif, n'ont aucun pouvoir de financement non plus. Elles s'en remettent aux États. Et les États prennent des engagements, mais comme il n'y a personne pour les forcer à mettre en œuvre ces engagements, à la moindre autre crise qui se produit, les choses s'arrêtent. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on commence à entendre pas mal, c'est que, vu la crise économique provoquée par le Covid-19, eh ben, il vaudrait peut-être mieux arrêter avec la crise écologique. C'est refuser de voir le problème et de voir les solutions aux problèmes qui existent et qui permettent de résoudre les deux problèmes à la fois. Donc cette approche supranationale classique a un avantage, c'est qu'elle apporte de la connaissance. Elle a un gros inconvénient qui est qu'elle ne propose finalement pas grand-chose comme solution réelle, applicable et comme approche des financements. Voyant que l'approche pays par pays ne donnait rien, un certain nombre d'écologistes ont imaginé une autre approche supranationale fondée sur la géo-ingénierie. Qu'appelle-t-on la géo-ingénierie? C'est essentiellement le fait de changer le climat de la planète en utilisant des moyens technologiques à inventer. La première approche, c'est en fait de copier le phénomène qui se produit lorsqu'il y a des importantes éruptions volcaniques. C'est à la suite de l'éruption du mont Pinatubo, par exemple,
que certains scientifiques ont fait la proposition suivante, c'est de pulvériser des aérosols à base de soufre dans l'atmosphère parce que ça provoque un refroidissement très important. Personne n'a jamais étudié les conséquences économiques et environnementales possibles que, que de répandre des aérosols à base de soufre dans l'atmosphère aurait. Les prix pour mettre en œuvre une telle solution sont considérables. Certains des écologistes l'ont évalué à environ 1000 milliards de dollars, ce qui est ce que l'on doit mettre aujourd'hui pour essayer de stopper la crise économique actuelle. Il y a une deuxième méthode dans la géo-ingénierie qui est intéressante parce que celle-là est bon marché, c'est d'ensemencer la mer. Un des scientifiques, Monsieur j'ai oublié son nom, c'est pas important, a constaté que la mer, à peu près 20% du volume des mers et des océans, sont des zones à très faible teneur en plancton, alors qu'elles contiennent beaucoup de nutriments. Donc leur idée a été de dire, le plancton étant l'un des moyens de capter le carbone et de le stocker, ils ont donc imaginé d'ensemencer la mer avec de l'oxyde de fer, avec des particules d'oxyde de fer, et derrière pouvoir produire ce plancton, et ce plancton qui lui absorbera des quantités phénoménales de CO2. Le problème, c'est que là aussi, on n'a jamais étudié les conséquences possibles sur l'environnement, sauf dans un cas, une étude allemande qui a été faite dans ce domaine, qui a constaté qu'on produisait en même temps, en sous-produit, un certain nombre de produits qui étaient très nocifs pour la faune marine. Le troisième grand domaine de la géo-ingénierie, c'est celui qu'Ezra a mentionné, c'est celui du reboisement et de la reforestation. Beaucoup de pays s'y sont lancés à très grande échelle. La Chine, le Pakistan, par exemple, le Kenya à plus faible échelle, mais aussi de manière significative, l'Inde ont lancé des grands programmes de reforestation. Certains l'ont fait à la manière dont travaillaient les Israéliens et dont travaillent les Algériens, qui est de faire cette reforestation à partir d'essences natives de la région, de soigner leur environnement de manière à ce qu'elles se développent correctement et qu'on obtienne, comme il l'a dit, un écosystème vivant, un écosystème qui pourra survivre et se développer tout seul. Dans d'autres cas, comme celui de la Chine, on a fait des forêts monocultures et une grande partie des arbres qui ont été plantés sont morts. D'autres parties très importantes de la forêt qui ont été ainsi créées ne peuvent pas réellement donner quelque chose pour la consommation humaine derrière, mais sont simplement un moyen de refroidir légèrement l'atmosphère. La troisième approche que nous avons constatée, c'est l'approche alarmiste, celle qui annonce les catastrophes. C'est, dans sa forme extrême, Greta Thunberg. Il y a derrière, alors il y a un gros avantage, c'est que ça attire l'attention des médias qui en parlent beaucoup, mais ça a un inconvénient majeur, c'est que ça ne parle jamais des solutions. La seule solution qui est proposée par la plupart des alarmistes, c'est qu'il faut réduire l'activité humaine, il faut qu'on change de mode de vie, il faut qu'on crée en fait une crise économique artificielle de manière à pouvoir baisser les consommations. On a vu, on est en train de vivre ce qu'une telle approche peut donner. Autre approche, l'approche climato-sceptique. On a vu un certain nombre de scientifiques, non des moindres, Claude Allègre, par exemple, était un des premiers dans ce domaine, pour dire que, en fait, tout ce que l'on disait sur le réchauffement climatique n'a absolument aucune preuve scientifique.
ce ne sont que des statistiques. Des mathématiciens connus dans le monde comme Madame Dahan, Ami Dahan, ont démontré par leur modèle mathématique que ces prévisions que l'on fait sur comment va être la catastrophe dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'ont pas de base scientifique réelle, et il faut ne pas se baser seulement sur ce genre de choses pour pouvoir décider et politiquement décider ce qu'il faut faire. L'approche nationaliste que l'on a vue par ailleurs rejoint parfois celle des climato-sceptiques. L'exemple, le président Trump aux États-Unis ou M. Bolsonaro au Brésil. Mais cette approche nationaliste peut avoir des effets très positifs. Et je citerai un exemple qui est tout à fait remarquable et exemplaire, qui est celui du Kazakhstan. Le Kazakhstan borde la mer d'Aral, qui, avec les projets grandioses de l'Union soviétique, a failli disparaître. Il captait toutes les eaux de la mer d'Aral, qui alimentait la mer d'Aral et qui lui permettait de vivre et de subsister, de manière à pouvoir faire des cultures intensives de coton en particulier. Le résultat était que à peu près 90% de la mer d'Aral avait disparu et avait transformé toute la région en un désert de sel. Le Kazakhstan est l'un des pays riverains de la mer d'Aral. Sur le petit bout de mer d'Aral qui restait, ils sont partis pour restaurer complètement l'environnement, pour réamener de l'eau, l'eau des rivières, et ils ont eu une réussite phénoménale. La vie revient, les manières d'exploiter toute la région sont revenues comme elles étaient auparavant, et une bonne partie de la mer d'Aral est complètement réhabilitée grâce à cette approche. L'approche suivante qu'on a identifiée, c'est partir de l'autre bout. Non pas des grands problèmes et des financements importants que les États sont obligés d'y mettre pour les réaliser, mais partir de l'approche individuelle, qui peut être celle de gens, simplement, qui, dans leur comportement, ont des approches qui permettent de protéger un peu mieux notre environnement. Ça peut être celle d'ONG, ça peut être celle d'entreprises, de start-up. Et on a énormément de succès dans ce domaine. Et là, je laisserai Ezra en parler d'un certain nombre d'entre elles. Un certain nombre d'États aussi ont repris ces approches et ont vu qu'elles avaient un impact, et elles ont mis en place les outils financiers qui permettent de développer ces choses. C'est ce qu'on a appelé les initiatives des États. Quelque part, on peut classer celle du Kazakhstan également dans cette approche-là. Et puis enfin, la dernière, qui est l'approche qui consiste à coordonner toutes les approches en une démarche nationale. Et ça, c'est essentiellement l'approche d'Israël, mais pas seulement. Et Ezra va vous en parler beaucoup plus en détail tout à l'heure. L'approche alarmiste dont j'ai parlé, j'ai été un peu négatif dessus, c'est le moins qu'on puisse dire, a quand même un très gros avantage. C'est qu'elle a attiré, par le catastrophisme qu'elle annonce, elle a permis que les médias s'emparent des choses, s'emparent de cette démarche, s'emparent de ce problème pour alerter la population. Et aujourd'hui, on commence à voir un certain nombre des impacts de cette population par les demandes des citoyens. Alors, il y a en France la commission sur le climat qui a été lancée par le président Macron, qui a travaillé pendant 9 mois à partir de 150 citoyens choisis par tirage au sort. Et ils ont beaucoup travaillé à partir des informations que le gouvernement leur a fournies par le biais des experts qu'elle a convoqués pour leur présenter les choses. Le problème, c'est que ça a abouti à un ensemble de mesures qui sont toutes interdiction, coercition et punition.
il n'y en a aucune qui est une approche réellement positive sur ce qu'il faut faire, ce que l'on peut faire. Et ça, c'est peut-être le plus important. Et c'est là-dessus que la combinaison, et c'est pour ça que je reviens au premier mot que j'ai utilisé, il y a une crise écologique, une crise climatique et une crise sanitaire, et tout cela provoque une crise sociale très importante. Et c'est tout cela qu'il faut arriver à coordonner si l'on veut arriver à sortir et à rétablir un futur joyeux pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est cette partie-là que l'on a beaucoup développée dans le livre, et je vais bientôt repasser la parole à Ezra pour lui permettre de nous donner un certain nombre de résultats qui ont été obtenus. Je voudrais mentionner juste très brièvement, et Ezra en développera certains, quelques exemples de solutions. Celle que je voudrais mettre en avant, c'est aussi l'originalité de la démarche de protection de l'environnement de la Société pour la protection de la nature en Israël. On le voit sur deux choses. D'abord, il n'y a pas de parti vert en Israël. Et pourtant, c'est un des pays qui a pris en compte les problèmes écologiques et environnementaux depuis bien plus longtemps que la plupart. La SPNI a été créée en 1953, donc à une époque où Israël devait absorber des dizaines et des centaines de milliers d'immigrants qui arrivaient démunis de tout à cette époque et qu'il fallait intégrer dans le pays. Et ça a été fait avec un certain nombre parfois d'erreurs sur l'environnement, ce qui a amené un certain nombre de profs d'université à développer cette ONG. Et cette ONG est là, non pas pour empêcher le développement humain, mais pour au contraire faire un développement humain harmonieux et en accord avec la nature et avec l'environnement. On le voit par exemple, je vais prendre juste deux exemples rapides. Il n'y a pas eu besoin de créer un parti vert pour obtenir des législations vertes. Cette ONG, la SPNI, a un groupe de juristes qui font des propositions de loi qui sont soumises de manière toujours bipartisane par un parlementaire membre de la Knesset qui soutient le gouvernement en place et par quelqu'un de l'opposition. Et ces lois sont à un niveau tout aussi développé que toutes celles que l'on a en Europe aujourd'hui, quant aux normes en particulier. Et pour l'établissement des normes aussi, très souvent, on les présente comme quelque chose qui se fait sous une forme très étatique, c'est-à-dire c'est l'État qui impose les normes aux vilains industriels qui n'en veulent pas. En Israël, la coercition est le dernier recours et on n'a pas besoin d'y arriver la plupart du temps. Quand un problème se pose et qui nécessiterait pour pouvoir être résolu une norme, ce qui se passe, c'est que le ministère de l'Environnement convoque toutes les parties prenantes, ONG, habitants, entreprises, et leur demande de se mettre d'accord sur des normes qui vont pouvoir protéger les gens, qui vont pouvoir protéger leur santé, qui vont pouvoir protéger l'environnement. Et la plupart des normes ont été développées de cette manière-là en Israël, sans aucun conflit et sans mettre à mal le développement économique qui va avec. Je ne parlerai pas de la transition énergétique. Là aussi, juste un exemple qui, moi, m'a beaucoup frappé, c'est l'exemple de l'énergie houlomotrice, c'est-à-dire ce sont des dispositifs qui permettent de récupérer l'énergie de la houle, c'est-à-dire la vague qui monte et qui descend et non pas qui déferle. Et de cette manière-là, on peut installer ces installations faites par cette entreprise israélienne. Il y a un de leurs sites de démonstration, c'est le port de Jaffa. Et ce site est connecté au réseau électrique israélien et fonctionne très très bien. Aujourd'hui, il y a 3 projets dans le monde, un en Catalogne qui est en cours de réalisation, un deuxième qui est en Chine, et j'ai oublié où se situe le troisième. Mais tout ça est tout à fait fascinant.
Autre exemple, c'est celui du Non, bannissement il faut, tout- on est un petit peu en retard et je Ah, pense d'accord, j'arrête tout de suite. c'est pas, non, non, c'est pas ça, c'est que, voilà, on J'avais peut, fini pratiquement. J'ai juste une voilà, phrase d'accord, que je donc, voulais rajouter. d'accord, Le bannissement de toute énergie fossile pour les transports en Israël fait partie de la loi actuellement. Ça doit se produire d'ici de 2030 normalement. Ça devrait arrêter totalement l'usage des combustibles fossiles pour pour tout ce qui est transport. Donc, je vais repasser la parole à Ezra et il va reprendre les choses de manière un peu plus systématique et un peu plus détaillée, qui nous paraissent à tous les deux les plus importantes dans voilà. notre. Alors, Ezra,